8 étapes pour devenir un meilleur coach. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous 8 étapes qui vont faire de vous un meilleur coach. Pourquoi est-ce qu'il est essentiel d'être un excellent coach quand on est entrepreneur ou chef d'entreprise, et ce même si votre entreprise n'est pas dans le domaine du coaching? C'est parce que votre relation avec votre équipe, vos employés, vos salariés, vos prestataires, et votre relation avec vos clients doit se placer sous le signe de la confiance, et cette communication peut se faire de façon beaucoup plus efficace. Vous pouvez bien mieux communiquer vos besoins et vos demandes si vous savez établir un certain lien de coaching avec ses clients ou cette équipe. Je vais vous donner des exemples et une lecture issue d'un des premiers livres que j'ai lu en tant que futur entrepreneur quand je me préparais au lancement de mon activité qui était double, puisque au tout démarrage de mon activité en 2007, j'avais d'un côté une école de danse latine. Donc il ne suffit pas de juste savoir bien danser la salsa pour être un excellent professeur de salsa. Et d'un autre côté, il y avait cette activité de coaching amoureux pour les célibataires que je voulais démarrer. Et il ne suffit pas d'avoir du bagou et de savoir discuter avec des filles pour savoir coacher d'autres célibataires sur comment eux peuvent faire des rencontres après un divorce. Quand j'ai démarré cette activité, j'avais 22 ans. Et je coachais des personnes allant de personnes plus jeunes que moi, 18-19 ans, jusqu'à mon client le plus âgé avait 76 ans. Et donc, on se retrouve à accompagner des personnes qui sont dans des situations de vie et des besoins extrêmement différents. Et pour le faire, eh bien, j'ai décidé d'utiliser les conseils d'un livre de référence intitulé « Le guide du coaching » de John Whitmore. Et dans cet ouvrage, John Whitmore aborde très bien les tenants et les aboutissants de ce métier de coach, l'éthique de ce métier. Et j'étais loin de me douter en fait qu'en acquérant cette compétence de coaching, eh bien, j'allais en plus acquérir une compétence de communication qui allait m'être extrêmement utile par la suite dans ma vie de chef d'entreprise et même bien après que j'ai arrêté de faire du coaching pour des particuliers ou du coaching pour les professionnels. Parce que quand vous allez interagir avec votre équipe et que vous voulez accompagner un membre de l'équipe pour améliorer sa performance, il y a deux approches. La première approche, c'est d'avoir une approche d'autorité. L'approche d'autorité, c'est de dire, écoute, tu as fait X unités de travail en Y unités de temps, donc tu as fini 3 dossiers en 2 semaines, c'est vraiment pas suffisant. Il faut que tu finisses au moins 8 dossiers toutes les 2 semaines. Et donc, voici ce que tu vas faire à partir de maintenant. Tu vas faire A, B, C, D. Et tu vas suivre telle procédure, tu vas suivre telle méthode. Et vas-y, fais ça maintenant, go. Ça, c'est une approche d'autorité qui a ses avantages. L'avantage, c'est que ça vous apporte une certaine certitude, ça renforce votre amour-propre, ça vous permet aussi, dans un temps minime au départ, d'avoir cette sensation d'être sûr d'avancer parce que vous donnez des solutions toutes faites. Mais ça aussi, il y a énormément d'inconvénients. L'inconvénient, en fait, c'est que vous ne développez pas ce collaborateur en tant que personne indépendante, capable elle-même de s'améliorer. Et l'autre inconvénient, c'est que vous limitez la réussite de vos collaborateurs à votre niveau de compétence à vous. Autrement dit, l'entreprise, l'équipe ne peut jamais être meilleure que vous si vous utilisez ce modèle d'autorité. Alors que si vous utilisez le modèle coaching, si vous utilisez l'approche coaching, eh bien, à ce moment-là, l'équipe peut devenir bien meilleure que vous. Et de la même façon, quand vous travaillez avec des clients, eh bien, moi je suis dans le monde de la formation, donc c'est un exemple facile, eh bien, en utilisant l'approche coaching dans les enseignements, dans l'interaction avec les clients, ça me permet d'avoir des clients qui ont même des résultats largement supérieurs aux miens. C'est-à-dire, quand mon entreprise fait 1 million d'euros, eh bien, j'ai des clients qui font 5 millions, 10 millions ou davantage. Par exemple, je reprends souvent l'exemple de mon client brésilien, Érico Rocha, parce qu'il s'est lancé dans un pays où les gens n'avaient pas forcément beaucoup accès à Internet au départ, ils n'avaient pas beaucoup de budget à dépenser. Et aujourd'hui, il fait, alors je fais cette vidéo, plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel avec son entreprise. Pourquoi ? Parce que en n'imposant pas un modèle de comment
votre client, votre collaborateur, votre interlocuteur doit faire, mais en lui permettant de trouver lui-même les solutions avec une approche coaching, eh bien, vous permettez à cette personne d'être sans plafond au-dessus de ses résultats possibles. Aujourd'hui, j'aimerais donc vous donner 8 étapes pour pouvoir devenir ainsi un bon coach. Donc 8 étapes tirées de ce livre de John Whitmore. Première étape, calquez votre démarche sur celle de l'élève. C'est-à-dire la personne que vous coachez, qui peut être un client mais qui peut aussi être un collaborateur ou un membre de votre famille, eh bien cette personne a ses propres objectifs, ses propres points d'intérêt. Et une des caractéristiques du métier de coach et une des caractéristiques d'un excellent coach, un coach performant, c'est de ne jamais imposer l'objectif qu'on veut atteindre. Autrement dit, au début de la démarche de coaching, une des premières questions, en fait, c'est quel objectif veux-tu atteindre? Et ce, même si vous êtes l'employeur et que vous êtes en train d'accompagner ou de coacher un employé, donc vous n'êtes pas à nouveau en train d'utiliser votre position d'autorité pour imposer un subalterne objectif, mais au contraire, vous allez développer la réflexion et le sens critique de cette personne en lui demandant quel objectif elle doit atteindre afin que son département ou que l'entreprise puisse atteindre son objectif. Et ça vous permet à nouveau de débloquer le potentiel qu'on va réaliser avec cette personne. Deuxième étape pour être un excellent coach, eh bien, c'est d'écouter les réponses. Et ça peut paraître paradoxal parce que souvent, vous allez dans une situation où vous avez l'expertise et où donc vous pensez déjà connaître la réponse qui est la bonne réponse, je mets des guillemets. Et pourtant, un excellent coach, un coach performant, c'est un coach en fait qui est à l'écoute des réponses qui lui sont données parce que ce sont ces réponses-là qui vont vous servir de matière première. Même si vous savez dans quelle direction générale vous voulez amener votre interlocuteur ou interlocutrice, eh bien, les réponses qui vous sont données vous permettent de comprendre la façon de penser de cette personne, de comprendre son cheminement. Et au lieu d'essayer de juste corriger la destination, ça vous permet de mieux appréhender en fait le chemin que cette personne prend pour atteindre son objectif. Et si vous comprenez ce chemin que la personne prend pour atteindre son objectif, vous pouvez mieux la guider et vous pouvez aussi l'aider à aller plus vite vers son objectif. Et ça m'amène du coup à 2 points qui font partie de savoir écouter mais qui sont importantes. L'auteur mentionne le ton. Pour lui, c'est le 3e point, la 3e étape, c'est être à l'écoute quand les gens sont en train de vous donner une réponse du ton qui est employé. Parce que ce ton, en fait, il en dit beaucoup sur la réalité. Par exemple, il y a 2 mots auxquels je suis toujours très très attentif quand je coach quelqu'un et mes proches ont entendu ça 10 000 fois. Ils en ont ras-le-bol, mais ils savent pourtant que j'ai raison, donc ils ne se rebiffent pas quand je l'utilise. C'est si quelqu'un vous dit, il faut que... Donc si quelqu'un vous dit, oui, non, mais il faut que je démarre plus tôt, en fait, les projets. Ou il faut que je fasse ça dès le matin. Ou encore, il faut que j'éteigne l'ordinateur dès que j'ai fini, comme ça, après, je suis tranquille. Eh bien, je peux vous garantir que quand quelqu'un vous dit « il faut que », il dit ensuite quelque chose qu'il ne fera pas. Si vous voulez un moyen mémotechnique, dites-vous que quand quelqu'un vous dit « il faut que », en fait, il dit « fuck ». Donc, s'il dit « il faut que je m'en occupe dès le matin », en fait, il dit « fuck, je m'en occupe dès le matin ». Il le fera jamais. Donc, si vous entendez, en fait, il y a des mots-clés, il y a des intonations qui indiquent que ce qui est dit, ce n'est pas la réalité de ce que la personne veut ou de ce que la personne pense ou de ce que la personne va faire. Donc, quelqu'un qui vous dit « il faut que je mesure ma performance tous les jours », ne va pas le faire. Donc, ça ne sert à rien de continuer la conversation autour de cette soi-disant action qui va être soi-disant faite, mais il faut plutôt chercher à creuser un petit peu ou à trouver une méthode alternative. Donc, ce que je réponds en général quand on me dit « il faut que », je dis « il faut que » ou bien tu vas le faire. Et là, on va soit avoir quelqu'un qui va dire « non, ok, je vais le faire ». Et dans ce cas-là, on peut commencer à discuter de quand on va le faire, sous quelles conditions, à quel moment et dans quelle quantité. Ou alors, ça va permettre de soulever les obstacles. Et si on n'avait pas soulevé les obstacles, de toute façon, on n'allait nulle part. Point numéro 4. Ce point numéro 4, il fait aussi partie de l'écoute, c'est surveiller le langage du corps.
Parce qu'évidemment, le comportement physique de quelqu'un qui est en train de s'exprimer, eh bien, vous en dit aussi très très long sur ce qui sera fait ou pas. Si quelqu'un vous dit, bon ok, je vais le faire, eh bien, on peut partir peut-être de l'idée que nous ne sommes pas encore arrivés à un accord à 100%, à un alignement à 100% par rapport à l'objectif. Quand quelqu'un vous parle de ses objectifs, qui vous dit, voilà, moi, y a des objectifs qui me motivent énormément dans la vie, c'est atteindre une super qualité dans notre travail et dans tout ce qu'on fait dans l'entreprise, quoi. Pour moi, c'est super important, quoi. Bon, je pense qu'on peut tout de suite déceler qu'on est en train de vous débiter un discours tout fait. Et l'intonation et le langage du corps nous permettent de savoir quand quelqu'un nous donne est en train de nous dire ce qu'il pense qu'on a envie d'entendre. Et dans ce cas-là, ça vous permet de remettre en cause et d'aller chercher la vérité qui se cache derrière, d'aller chercher l'histoire derrière l'histoire. Quand vous prenez cette habitude, eh bien à ce moment-là, vous devenez un meilleur coach et vous permettez à votre interlocuteur d'avoir une meilleure performance. Ensuite, l'étape suivante, c'est de renvoyer un écho fidèle. Puisque vous avez bien écouté, eh bien, une grande partie du métier de coach et de cette approche socratique, c'est pas de donner des réponses, c'est de poser des questions, écouter la réponse, reformuler la réponse pour être sûr qu'on se comprend, on est sur la même longueur d'onde, et ensuite poser une autre question. Et souvent, rien que le fait de reformuler ce qui a été dit pour valider que ça a été bien compris, va aider la personne à clarifier sa pensée. Parce que quand elle va s'entendre répéter ce qu'elle-même a dit, elle va se rendre compte souvent, et ça peut paraître tellement bizarre quand on entend ça, c'est si vous répétez aux gens ce qu'ils vous disent et que vous le répétez fidèlement, ils vont souvent se rendre compte qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qu'ils ont eux-mêmes dit. Et quand vous allez avoir ce déclic, que la personne vous a dit un truc, vous a débité un truc qui est tout fait, il y a une ornière dans leur cerveau parce que c'est un chemin qui a déjà été tracé 10 000 fois, ils ont répété cette même bêtise 10 000 fois, qui les empêche d'atteindre leur objectif. Ils ont dit ça 10 000 fois, ils vont vous le redire. Et quand vous allez le reformuler et le répéter, eh bien, en le faisant fidèlement, eh bien, ils vont se rendre compte que vous êtes en train de leur répéter une bêtise qu'ils ont dite et qu'ils ne sont pas d'accord. Et qui ne vont pas atteindre leur objectif avec cette réflexion et cette bêtise. Et ça va les faire rire souvent, c'est une des réactions les plus classiques. Ou alors ils vont dire non, c'est pas tout à fait ça. Et ils vont corriger. Et déjà, on se rapproche maintenant de la solution qui nous amène à notre objectif quand les personnes remettent en cause leurs propres préjugés ou leurs propres idées toutes faites. Étape suivante, étape 6, c'est la conscience de soi. Donc, vous êtes le coach dans cette interaction, vous êtes en écoute et en interaction avec une personne. Eh bien, c'est très important d'être attentif à ce qui se passe dans votre interlocuteur et d'être aussi attentif à ce qui se passe en vous. Et le fait d'être attentif à ce qui se passe en vous permet d'éviter d'avoir des réactions réflexes ou d'être distrait par vos propres programmations et vos propres réflexes à vous. Ça m'est arrivé régulièrement et ça m'arrive par exemple quand je fais des consultings. Donc maintenant je fais plus de coaching mais je fais du consulting à la journée. Et en consulting on utilise une approche coaching. Eh bien le but du client n'est peut-être pas mon objectif. Moi j'ai mon entreprise avec, nous avons notre façon, nos objectifs, la direction dans laquelle on veut aller. Peut-être que le client va aller dans une toute autre direction. Peut-être que moi, en tant que chef d'entreprise, j'ai choisi d'avoir un temps, une liberté, de consacrer X temps à mon entreprise, mais que mon client veut y consacrer toute sa vie parce qu'il en a besoin en ce moment, parce qu'il ressort d'une relation difficile, il a besoin un peu d'oublier tout ça en se plongeant dans son travail, en plus il est dans une période d'opportunité. Et donc, son objectif personnel ou professionnel peut être très très différent de mon objectif personnel ou professionnel. Donc c'est important que je sois à l'affût de mes propres réactions pour éviter que ces réactions-là ne teintent le coaching. Et ça m'amène à notre 7e étape. 7e étape pour être un coach d'exception, c'est d'être très attentif au transfert. Qu'est-ce que c'est que le transfert ? Eh bien, le transfert, c'est de se repositionner dans cette situation d'autorité et de personnes soumises ou face à cette autorité, qui fait que vous allez en fait rejouer, vous et le coaché, donc votre collaborateur, votre client,
conjoint, la personne avec qui vous interagissez. Le transfert, c'est se retrouver à nouveau à jouer un scénario qui a déjà eu lieu par le passé, où le client réagit en fait face à une figure d'autorité. Et il n'est plus vraiment dans cette relation de coaching. Maintenant, il est juste en train de rejouer le scénario de son adolescence face à son père, de son enfance face à sa maîtresse d'école, de sa rébellion à l'âge de jeune adulte face à sa mère. Et on n'est plus dans le coaching. On est quelque part ailleurs dans l'univers. Ça m'est arrivé une fois, je pense que je vous en reparlerai dans un épisode de l'entrepreneur du dimanche, ça m'est arrivé une fois d'avoir vraiment cette sensation où j'étais en train de discuter avec quelqu'un qui était donc un ancien partenaire d'affaires, et cette personne, c'était impossible pour moi de communiquer avec lui parce que il avait associé que dans sa tête, j'étais comme son père, parce qu'en fait, on était dans une situation de conflit, et dans sa tête, à un moment donné, il a dit dans la conversation, et là, je me suis rendu compte, ok, c'est foutu. Parce qu'il a dit, non mais voilà, c'est toujours pareil. Et là, il m'a associé dans sa phrase à son père qui, visiblement dans sa jeunesse, l'avait battu, ou qu'en sais-je, où il a eu cette relation extrêmement conflictuelle et violente avec son père. Et là, moi, en tant qu'interlocuteur, je me retrouve coincé dans cette conversation où je ne peux rien faire. C'est impossible pour moi d'avoir raison à partir du moment où cette personne a projeté que je suis son père qui l'a tapé quand il avait 7 ans. Je veux dire, c'est foutu. Alors évidemment, il y a moyen après de calmer la conversation, de revenir plus tard, de se dissocier, etc. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on est dans une relation comme ça, dans une conversation où on essaye d'accompagner quelqu'un pour atteindre son objectif, donc on n'est même pas à la base en conflit, hein. Là, l'exemple que je donnais, c'est vraiment l'extrême, eh bien, on ne veut surtout pas, justement, donner cette sensation, on se remet en position d'autorité. Parce qu'il n'y a que 2 réactions possibles que le coaché peut avoir si vous revenez imposer vos solutions toutes faites et votre autorité. C'est soit il se met en position de soumission et on repart dans le modèle d'autorité où vous dites voilà ce qu'il faut faire et il fait, et on n'est plus dans une relation de coaching, ou alors il se met en position de rébellion où vous dites voilà ce qu'il faut faire et la personne ne commence à rejeter en disant oui mais. C'est pour ça que le but du coaching, c'est d'amener le coaché à générer de lui-même sa solution, à chercher les solutions et à en choisir une, plutôt que de lui donner une réponse toute faite, et ce qui nous remet dans cette situation de transfert. Et évidemment, le 8e et dernier point, c'est l'inverse, c'est d'éviter ce que John Whitmore appelle le contre-transfert, c'est-à-dire où maintenant c'est vous qui êtes en train de jouer votre scénario face au client, et le client ne comprend rien, vous êtes en train de débiter ce qui vous est arrivé avant. Et ça se produit si vous n'êtes pas attentif à vos réactions personnelles, parce que vous interagissez avec quelqu'un qui a eu sa propre expérience de jeunesse, qui a eu ses propres apprentissages, qui a eu ses propres expériences professionnelles, et vous pouvez vous retrouver dans ce contre-transfert et à jouer votre scénario dans la vie du client, ou dans la vie de votre interlocuteur, ou dans la vie de votre collaborateur. Et là, on est encore complètement à l'ouest. Et donc, ce qui est très important pour moi que vous compreniez, c'est que quand on a une interaction avec quelqu'un et qu'on a une intention positive, c'est-à-dire on veut aider cette personne à atteindre un résultat, on aimerait bien l'amener quelque part, eh bien, si vous ne voulez pas vous placer dans le modèle d'autorité, si vous préférez vous placer dans une approche coaching, ce qui amène de bien meilleurs résultats, parce que évidemment que les gens sont plus facilement convaincus quand c'est eux qui ont trouvé la solution. Évidemment que les gens sont plus motivés à suivre un plan d'action quand c'est leur plan d'action et qui est validé par un expert, mais qu'ils ont suggéré eux-mêmes. Évidemment que les personnes se sentent plus valorisées, se sentent plus compétentes, se sentent plus confiantes en elles quand c'est elles-mêmes qui ont construit leur chemin plutôt que de se le faire donner. Voici les tables de la loi, ok, il y a plus qu'à lire et puis tu fais. Donc, si vous préférez avoir cette approche coaching, c'est très important en fait. Ces 8 points, ils restent dans le fait d'être à l'écoute et de guider gentiment par des questions plutôt que de donner des solutions toutes faites, et d'éviter de rejouer des scénarios d'avant, parce que dans cette relation de coaching, tout ce qui doit exister, c'est seulement vous et votre interlocuteur.